Dans Regard croisé ce soir, nous évoquerons tour à tour la Tunisie où des responsables ont été limogés après le drame de l'immigration. Nous irons au Nigeria où le Parlement menace de destituer le président Muhammadu Buhari. Le Burundi, nous en parlerons forcément. Le président a surpris tout le monde. Pierre Nkurunziza affirmait ne plus vouloir se présenter en 2020. Et puis le Togo, on verra quelles sont éventuellement les conséquences de la situation politique sur l'économie du pays. Sur le plateau avec moi, le pasteur Edo Komi, président du mouvement Martin Luther King. Bonsoir, pasteur. Oui, bonsoir Samuel, bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices. Credo Tété, directeur de publication du journal Le Médium. Bonsoir, Credo. Bonsoir Samuel, et bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Magloire Tenko Kenvi, rédacteur en chef Flambeau des démocrates. Bonsoir, Magloire. Bonsoir Samuel, bonsoir le plateau, bonsoir à tous les téléspectateurs de New York. La Tunisie, pour commencer, le ministère tunisien de l'Intérieur a annoncé mercredi avoir limogé des responsables des services de sécurité Asfax et Kerkena dans l'est du pays après le naufrage de bateaux transportant des migrants, un drame qui secoue tout le pays. Le week-end dernier, au moins 66 personnes, majoritairement des Tunisiens, sont mortes dans le naufrage de leur embarcation de Kerkena, archipel situé en face de Sfax, la deuxième ville du pays. 78 personnes ont été secourues. Alors, au total, 10 responsables de la Sûreté nationale, de la Garde nationale, ont été limogés, dont le directeur de la Sûreté nationale et de l'unité des côtes maritimes à Kerkena. Credo Tété, est-ce que les autorités tunisiennes cherchent finalement des boucs émissaires, des responsables à punir? Oui, non, mais à suivre la série, la vague de limogeage, donc je me suis dit, est-ce que ces personnes qui ont été limogées sont les premiers responsables? Si au sommet de l'État, il y a une politique, il y a l'absence de politique pour porter secours à ces migrants. Donc je crois que c'est juste un effet d'annonce que le gouvernement tunisien a voulu faire en trouvant des boucs émissaires pour essayer de cacher disons, toutes les failles de leur système intolérant d'immigration. Magloire. Ce qu'il faut relever dans cette affaire, c'est que, a priori, la sécurité interne repose sur les épaules, n'est-ce pas, du ministre des Affaires, enfin, de la Sécurité. Mais procéder ainsi en le limogeant, je me dis... forcément, est-ce qu'il n'y a pas une affaire qui est derrière? Et quand vous suivez un peu le fil des activités, ou du moins le fil des informations, vous vous rendrez compte que entre le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur, en réalité, ça ne colle pas trop. Il se dit même que ça fait plusieurs semaines, sinon presque un mois, que les gens et les deux personnes ne sont plus adressés la parole. Donc je me dis... L'occasion a été toute faite pour le Premier ministre de se débarrasser d'un ministre encombrant ou dont la tête ne lui plaisait pas du tout. Parce que quand l'affaire a surgi le week-end, le lendemain, le ministre a pris soin en tant que premier responsable en charge de la sécurité dans le pays. Il a limogé les responsables les plus, ou du moins les autorités les plus immédiates, c'est-à-dire que ceux qui devraient contrôler, n'est-ce pas, tout ceci, il a limogé au moins une dizaine de personnes. Mais on s'est rendu compte que ça n'a pas suffi au Premier ministre, comme il voulait forcément la tête du ministre de l'Intérieur, il a limogé. Mais je me dis, en analysant toutes ces situations, pour la gouverne du ministre de l'Intérieur en question, il serait beaucoup plus intéressant de se mettre à côté, parce que être ministre dans un gouvernement et ne pas s'entendre avec son Premier ministre, qui est son premier responsable, ce n'est pas tellement bien. Donc, il serait plus intéressant pour lui d'être à côté et d'observer ce qui se passera par la suite. Pasteur Edo, est-ce que c'est l'occasion, peut-être pour les autorités, l'occasion rêvée de faire des purges? Oui, mais quand j'ai suivi l'information, je me suis dit que c'est la première fois que je vois cette situation préoccuper les autorités tunisiennes, parce qu'il y a longtemps où les gens ont toujours péri dans la mer. Mais c'est l'une des premières fois qu'on voit des Tunisiens. C'est la Tunisie qui vient en défense. C'est comme si la Tunisie vient défendre la mort de ces migrants. Comme mes prédécesseurs l'ont déjà dit, je crois certainement il doit y avoir un problème interne, et puis chacun veut se
veut se venger, surtout ceux qui ne sont pas en odeur de sainteté avec le Premier ministre, comme l'a dit tout à l'heure. Mais au fait fond, je crois quand même que est-ce que c'est un réveil du gouvernement tunisien pour protéger les migrants? Loin de là, parce que jamais on n'a jamais vu la situation ainsi. Bon, donc je me dis qu'il doit y avoir quelque chose à l'interne que nous, on n'arrive pas à cerner et qui soit à la cause de ces limogeages. Mais quand même, limoger les responsables de la sécurité, parce qu'au fait, quelque chose qui se passe à la mer, loin de ces jeunes, au fait, quelle contribution, quel apport? C'est eux qui sont chargés de ce secteur-là. Il y a la sûreté nationale, il y a la garde nationale. Ils sont chargés, mais il faut voir tous les acteurs de cette migration de circonstances. Bon, donc ce n'est pas eux, c'est à l'arrivée qu'il faut se charger. Mais bon, si par malheur dans les eaux, les gens mourraient, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Apparemment, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Peut-être on suppose qu'ils sont censés contrôler la côte pour éviter ces départs. Pour éviter ces départs. Oui, c'est vrai. Plus sous cet angle, bon, on peut l'accepter, mais je crois quand même qu'à l'interne, il y a quelque chose que nous n'arrivons pas à cerner. C'est ça qui a défrayé cette chronique-là avec le limogeage des responsables de la sécurité des migrants. Oui, j'aimerais apporter cette précision-là. C'est-à-dire que le ministre de l'Intérieur, il a dit qu'il y a forcément défense quelque part. Oui. Et en tant que ministre, il a pris soin de sanctionner au moins une dizaine de personnes qui sont censées contrôler le passage des gens. Parce qu'il a estimé que ces gens-là sont de mèche avec les passeurs. Et ils font leur affaire entre eux parce que c'est devenu un business très lucratif. Et il a pris soin de sanctionner tout ce bon monde. Mais ça a été quand même extraordinaire de voir juste le lendemain qu'on prenne une mesure, le sanctionnant. Ça voudrait dire forcément qu'au-delà de ce on lui reproche, il y a quelque chose qui ne cloche pas derrière et qu'on ne veut pas forcément dire aux gens. Très drôle. Non, je crois que à bien observer ce qui se passe à Tunisie, c'est vrai que la mèche brûle entre le ministre et le ministre de l'Intérieur. Et c'est vrai également que quand il y a eu ce naufrage, le ministre de l'Intérieur a pris rapidement ses responsabilités pour essayer de sanctionner avant qu'il ne soit sanctionné. Mais le fait de sanctionner ses premiers collaborateurs ne va pas l'exempter. Parce qu'au niveau du gouvernement, c'est lui en tant que ministre de l'Intérieur qui est comptable. Donc celui qui doit rendre compte, c'est lui. Et son chef supérieur ne verra pas ses collaborateurs. Ne va pas le rater parce que lui aussi, il doit rendre compte. Si lui aussi, on suppose que s'il avait bien huilé sa machine, s'il contrôlait bien les choses, donc on ne serait pas arrivé à ce niveau-là, à ce stade-là. Peut-être que le Premier ministre a voulu aussi rendre justice à ces personnes qui ont été dans la précipitation sanctionnées, les collaborateurs du ministre, pour essayer de donner un message pour dire, mais en fait, le premier responsable, ce ne sont pas les collaborateurs du ministre, mais c'est peut-être... il y a eu... disons, une défaillance dans le coaching de ses collaborateurs. Donc, c'est un message fort qui est lancé aussi. Maintenant, entre guillemets, du moment où on sait que ça ne se passe pas bien, ça ne colle pas entre le ministre de l'Intérieur et le Premier ministre, ça ouvre les portes de toutes les analyses, de toutes les supputations. Pasteur Edo, de toute façon, des têtes doivent tomber normalement. Non, je crois que dans un pays normal, quand à un niveau que ce soit, il y a des problèmes, alors il faut sanctionner. Mais nous, c'est comme si, par exemple, chez nous, dans les autres pays où on ne sanctionne pas. On ne sanctionne pas. Chez nous, il n'y a pas de sanction. Souvent, on a vu des ministres débarquer à midi. Oh non, bon, c'est des occasions. Donc, c'est pour dire que c'est comme ça, c'est ainsi que se présente la forme de gouvernance, parce qu'on estime que les instructions qui ont été données en amont n'ont pas été respectées. Et au finish, il faut sanctionner. Mais maintenant, le ministre de l'Intérieur a sanctionné ses collaborateurs immédiats. Bon, là, maintenant, lui, certainement, il a son tour chez le coiffeur, comme on le dit. Parce que c'est lui le premier responsable qui doit rendre compte à son chef. Et même le Premier ministre aussi n'est pas exempté. Le chef de l'État peut aussi décider autrement de son sort. Alors, donc, c'est toute une chaîne.
C'est toute une chaîne et on attend voir ce qui va se passer. Mais je crois quand même que c'est des sanctions qui sont normales. Et désormais, ça va faire jurisprudence et que les gens vont savoir exactement que quand il y a des instructions qui sont données, il faut les respecter. Justement, je voudrais qu'on s'interroge aussi parce qu'on découvre que les Tunisiens sont aussi tentés de quitter le pays pour aller chercher un mieux-être ailleurs. Ça veut dire quoi? Que ça va si mal en Tunisie depuis la Révolution, les Tunisiens n'ont pas eu ce qu'ils voulaient? Tu sembles le confirmer. Parce que quand vous prenez un peu les statistiques, il est dit que ça fait quand même plus de 3000 jeunes Tunisiens qui ont quitté le pays ces 3 derniers mois. Et les statistiques ont également prouvé que les chiffres se sont multipliés par 10. Oui. C'est-à-dire, sur les 12 derniers mois, les chiffres se sont multipliés par 10. Ça voudrait dire qu'il y a un sérieux malaise dans le pays. Et ça, ce n'est peut-être pas la particularité de la Tunisie. Le problème du chômage, c'est un peu partout en Afrique. C'est ce qui fait que vous allez voir les jeunes, souvent diplômés, ils ont cherché, beaucoup cherchent également à trouver du travail, mais ils n'en trouvent pas. Et la seule alternative pour eux, c'est de franchir, n'est-ce pas, les frontières du continent. Et souvent, d'autres chutent dans la Méditerranée, Lampedusa et autres. Mais est-ce que ça va si mal sur le continent au point de risquer sa vie à la recherche d'un mieux-être hypothétique aussi, il faut le dire. Mais Samuel, vous demanderez la même question tout à l'heure à Credo qui a l'habitude d'aller dans l'Hexagone, qui nous dira si la Vous poserez la même question à ceux qui se lancent dans cette aventure-là. Ils vous diront qu'ils connaissent bien les risques de l'aventure. Avant de s'y lancer. Mais parce qu'ils sont chez eux, ils se disent que nous sommes chez nous, mais on n'a plus d'alternative. Autant se lancer pour voir ce que ça peut donner. Et c'est vrai que c'est risqué. Beaucoup n'arrivent toujours pas. Ils meurent en mer. Voilà. Mais ça doit plutôt interpeller la conscience de tout le monde, surtout nos dirigeants, à se demander. Il n'est pas seulement question de condamner ces jeunes-là, mais il est plutôt question de se demander qu'est-ce qui amène ces gens-là à vouloir quitter forcément leur pays. Et vous allez voir, si les migrants, c'est un bateau de pêcheurs qu'ils ont pris. Oui, des embarcations. Il y a des Marocains, il y a des Tunisiens, de garder des Camerounais et tout. le fil de cette réflexion. Nous sonnons tout de suite la courte pause.